Eh bien, merci pour cette belle introduction, cher Hervé. Effectivement, je vais essayer de ne pas vous décevoir et de vous faire un overview de tout ce qui va être ou sera en intelligence artificielle. On va peut-être zapper la partie un peu introductive puisque tu as fait un super topo sur qu'est-ce que c'est. Et mon objectif, c'est de vous montrer malheureusement que l'avenir n'est pas si rose et pas si intéressant que ça. Et que malheureusement, même si on va être saturé par le besoin d'implémenter ces outils dans notre vie quotidienne, ça peut avoir certaines conséquences. Je pense que c'est le moment de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est le moment de l'intelligence dans la santé? Parce qu'on se rend compte sur ces valeurs américaines que la santé explose dans ses coûts, dans son besoin de consommation, dans le nombre de données à traiter. On n'a jamais autant généré de données que dans ces 4 dernières années. Si on regarde bien, les 4 dernières années ont généré plus de données que l'histoire de la médecine à elle seule. 67% des systèmes aujourd'hui de commandes en santé sont pilotés par des IA, qu'on le veuille ou non. Et bien sûr, on a un énorme problème de pression du personnel avec des populations qui sont vieillissantes. On va avoir du mal à recycler les populations de médicaux et de paramédicaux car la pyramide des âges est en train de s'effondrer dans nos régions développées, on va dire. Et donc techniquement, il va falloir trouver des stratégies autres que la ressource humaine parce que la ressource humaine, elle s'épuise et on n'en a quasiment plus. En tout cas, dans les CHU, je pense que tout le monde a remarqué que la ressource humaine est une denrée qui va être de plus en plus rare et de plus en plus technique à manager. Notamment avec les arrêts de travail qui ne sont pas remplacés, etc. La complexité opératoire augmente et surtout, je pense que ce qui augmente de plus en plus, c'est le besoin de viser juste. J'ai bien aimé la phrase sur l'utilité de viser le centre de la cible. Donc, on s'équipe d'outils de précision absolue. Peut-être à la différence de M. Burdin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'orthopédie reste une spécialité où la précision n'est pas de rigueur, en fait, ou en tout cas la précision absolue ne l'est pas. Et cette course à l'armement, elle aura un coût également en termes de recours à l'algorithme, pour ne pas parler. Il faut savoir qu'intelligence artificielle, le intelligence, il ne vient pas de intelligent. C'est la traduction américaine du mot américain pour information, comme dans FBI, comme dans CIA, Central Intelligence Agency. Donc, intelligence veut dire information, donc c'est une information artificielle. Ça n'a rien d'intelligent, c'est juste une donnée mathématique qui est purement artificielle et qui n'est pas créée par l'homme. C'est pour ça qu'on appelle ça une intelligence artificielle par abus de langage en français. Principes fondamentaux, on les a vus, on ne va pas rentrer dans le détail. La donnée clé, c'est ce qu'on appelle le set d'entraînement, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on va vouloir proposer en termes de fabrication d'outils, tout est basé sur le volume du set d'entraînement. Et donc, là, plus le système est grand, plus le système est massivement chargé en données, plus on aura une donnée qui sera fiable et qui ressemblera à la réalité. Vous savez, les statistiques, moi je suis statisticien, j'ai une thèse en statistique. Le concept des statistiques, c'est juste de permettre d'analyser avec un certain degré de probabilité que ce qu'on voit est bien réel. Donc la statistique, c'est simple. Si dans la population, ici on dit combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, on va tomber en orthopédie malheureusement sur un peu plus d'hommes, et c'est bien dommage. Ma femme est orthopédiste, c'est pour ça que je dis ça. Mais techniquement, dans la population générale, on est à peu près à 51% de femmes pour 49% d'hommes. Si on prend le set des gens qu'on va croiser dans la rue à Angers, la question, c'est est-ce que ce set-là est représentatif de la population mondiale? Est-ce que je peux dire la population d'Angers est représentative de la population mondiale? L'objet qu'on utilise pour savoir à quel degré de probabilité c'est représentatif, c'est ce qu'on appelle les statistiques ou les probabilités appliquées. Et donc techniquement, tout ce que nous allons faire en termes d'IA, c'est ça. C'est dire avec ce set-là, qui est très grand, j'arrive à prouver ou à répercuter quelque chose qui tient de la réalité. Alors, comment l'IA apprend? On va pas en parler 20 ans, ça a été très très bien codé, les large language models, etc. Mais l'IA apprend avec un phénomène qu'on appelle le garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si vous implémentez des choses qui sont de mauvaise qualité, vous aurez une réponse et une stratégie et un algorithme qui sera lui-même de mauvaise qualité. Donc, toute la difficulté de la création de l'IA en santé, c'est d'être sûr qu'on a de la bonne qualité et de la bonne quantité. Et si vous voulez, la taille est importante dans le monde de l'IA parce qu'en fait, plus le modèle est important, plus vous allez être bon. Vous avez un modèle, par exemple, sur la prédiction qui a été publiée il y a quelques années sur la prédiction des blessures au baseball. Mais vous voyez qu'ils ont proposé 6 algorithmes différents. Et en fait, même en ayant quasiment 13 800 joueurs screenés, l'air sous la courbe de vérification des joueurs qui vont se blesser était très faible. Il y avait juste une probabilité faible de dire ce joueur-là va se blesser. Donc en implémentant les données de 13 000 joueurs,
qui correspond à ce qu'on aurait sur de la Ligue 1 par exemple ou de la Ligue européenne. 13 000 joueurs rentrés dans la base de données, c'est pas suffisant pour savoir lequel va se blesser ou non, parce que tout simplement les données d'entrée sont pas de bonne qualité ou le suivi est pas suffisant. Donc l'idée c'est qu'on a beau se dire qu'on va faire ce qu'on veut, à un moment on va être obligé de faire face à la réalité qui est que ce n'est qu'une interprétation de notre réalité de la vie de tous les jours. Donc, comme disait Nico, la taille est importante. Et encore une fois, si vous regardez bien dans le détail, il y a très peu d'études dans la littérature sur des IA médicales qui ont un échantillon suffisant pour prouver ce qu'elles essaient de prouver. Vous voyez, il y en a eu seulement 1 sur 36 dans ce papier qui a été publié dans le journal de l'épidémiologie clinique, une étude sur 36 traitant de l'IA à cette époque-là, qui avait une taille suffisante statistiquement pour aller au bout du sujet. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent, qui ne sont pas soutenues, si vous voulez, par un élément scientifique assez rigoureux pour aller très loin. Mais même dans un monde où les données seraient parfaites, suffisantes et robustes, là, le problème de Philippe Cadic, ça va être de quoi rêvent les androïdes. Et c'est vrai que ça va être un sujet parce qu'on va avoir du mal à savoir ce que l'IA essaie de nous dire. Aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT, très peu de gens savent comment ça marche et surtout, très peu de gens savent ce que l'IA essaie de nous expliquer. On ne comprend pas la réponse qu'on a. On l'accepte, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de décoder d'où vient l'origine de la réponse. Donc à un moment, on ne sait pas jusqu'à quand les codeurs contrôlent l'IA, on ne sait pas jusqu'à quand le codeur comprend l'IA, et aujourd'hui, le travail de codeur, c'est un vrai problème. Vous avez ce papier dans Le Point qui a été publié la semaine dernière sur le concept des cerveaux grillés, parce que les codeurs qui demandent à ChatGPT et Claude de coder pour eux, ils se retrouvent face à une masse d'informations qui est tellement critique. Il y a 20 ans, ils prenaient 3 dossiers pour fabriquer 3 sites internet pour 3 sociétés industrielles. Aujourd'hui, ils en prennent 30 parce que c'est Claude qui fait les sites internet. Le problème, c'est qu'ils ont 30 fois plus de travail de vérification. Et aujourd'hui, personne n'est entraîné à vérifier ce que vous répond Claude ou ChatGPT. Donc ces mecs-là sont tous en burn-out parce qu'ils ont pris trop de travail pour aller plus vite. Ils ont des informations continues. Claude s'arrête jamais de travailler. Il dort pas, il fait pas la sieste. Il vous dit pas que vous lui avez donné un projet de trop. Donc techniquement, ces mecs qui sont passés du travail de codeur au travail de vérification des codes, ils sont tous en train de se devenir fous de l'autre côté de l'Atlantique, ils n'arrivent plus à faire leur travail. Et même, comme ça a été précisé, la question c'est comment définir l'arthrose du mouton électrique. Alors les moutons électriques, c'est pour Philippe Cadic, dans Philippe Cadic Blade Runner, on se demande si les androïdes ils rêvent de moutons normaux ou de moutons électriques. Donc le problème c'est que si on demande à l'IA, définis-moi l'arthrose, à partir du moment où vous dites à l'IA, il y a de l'arthrose, j'aimerais savoir le stade, la réponse va être, il y a de l'arthrose. Puisque vous avez rentré dans la base de données, il y a de l'arthrose, il faut trouver une solution et me définir quel est ce degré d'arthrose. Donc à partir de ce moment-là, on crée tous nos algorithmes en disant, le sujet c'est l'arthrose, voilà des radios, définis-moi le grade d'arthrose. L'IA en elle-même va être poussée à vous dire, il y en a de l'arthrose, puisque tu m'as posé la question, c'est qu'il y en a. Donc votre question en elle-même influence suffisamment le modèle pour être critiquable. Et bon, ça, il y a pas mal de sujets de papier sur le sujet. On va avoir des outils qui vont nous analyser nos radios, nos IRM, nos examens cliniques, les données qu'on va leur donner. Malheureusement pour nous, encore une fois, tout est lié au set d'entraînement de base. Et même si l'algorithme va s'améliorer au fur et à mesure parce qu'on va l'implémenter en données, l'influence des 1000 premières radios sera beaucoup plus préjudiciable que les 100 000 radios qui vont suivre. Donc sur les 1000 premières radios, il y a des erreurs. Les impacts sur la capacité de diagnostic de l'IA seront malheureusement catastrophiques et on aura beaucoup de surdiagnostics vers la zone noire. L'algorithme a toujours tendance à dire « c'est bien, c'est abîmé, c'est cassé, c'est arthrosique ». Il répond rarement « il n'y a rien ». Il n'y a rien, c'est du domaine de l'humain, malheureusement. La zone grise où on ne sait pas trop, ça on va garder le pouvoir un peu de temps là-dessus. Parce que malheureusement, les algorithmes sont poussés à dire 0 ou 1, mais plutôt 1. Si on dit c'est quelle nuance de 1, entre pas d'arthrose et d'arthrose, il va rarement vous dire non, tu te trompes, c'est un 0. Il remet rarement en question la question que vous lui avez posée. Donc après, on aura des choses pour définir les ménisques, définir les ligaments collatéraux, etc. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que même si on s'intéresse aux meilleurs algorithmes aujourd'hui qui ont été publiés par l'HSS rapidement, si on demande à un système sans codage de Claude d'analyser de l'arthrose, sa précision par rapport à nous, on voit bien qu'il y a de l'arthrose, il y a quelque chose qui se passe. La précision est autour de 88%. C'est-à-dire en 12% des cas, l'application va se tromper et va vous dire il y a de l'arthrose alors qu'il n'y en a pas, ou il n'y a pas d'arthrose alors qu'il y en a sur ce mapping. Donc encore une fois, c'est le niveau à peu près de nos externes aujourd'hui. Donc il faut réaliser que les externes, c'est qu'on est content d'avoir des externes. Pareil pour la mesure des angles, on est un peu plus précis, mais de la même façon, moi qui utilise des IA pour analyser mes ostéotomies, je suis obligé de remodeler les analyses 3D faites sur scanner par ces IA-là environ 1 fois sur 3.
c'est pas grand-chose, c'est quelques millimètres, c'est quelques degrés, mais par rapport à ce que j'aurais fait moi, c'est bien moins précis. Et donc à la question de l'absolue précision de Philippe Burdin, malheureusement pour nous, ces outils d'IA, ils créent aujourd'hui une imprécision. Ils sont moins précis que les experts pour analyser des radios, définir des angles, définir des procédures chirurgicales. Donc même si ça va venir, on sent bien qu'on va être poussé vers une aide de ces outils. Aujourd'hui, ils sont en dessous de nous. Et si vous demandiez à ChatGPT il y a 2 ans de nous vous donner les nombres premiers pairs, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle, combien on en a de nombres premiers pairs? Un seul, c'est 2. Tous les autres nombres pairs sont divisibles par 2, donc il y a un seul nombre. ChatGPT, vous lancez une liste 2, 8, 16, 24, 46. Donc en fait, à partir du moment où vous lui posez une question en lui disant « cette réponse existe », il va vous la donner, même si elle est fausse. Et c'est le problème de cette logique algorithmique de large language model, de grands modèles de langage, c'est qu'ils répondent automatiquement à la question que vous leur avez posée par la positive. Si vous envoyez un papier en disant « Est-ce que tu trouves que cet article scientifique est bien ?» Il va vous dire « Oui, il est bien ». Mais il va après vous donner une critique, mais il sera toujours enthousiaste si vous-même vous êtes enthousiaste. Un truc assez rigolo, c'est le précédent maire de New York, il poste un outil de réponse aux citoyens en disant on va vous mettre un petit chat, comme ça vous pouvez poser des questions aux citoyens. Catastrophe, les questions qui sont posées, c'est est-ce que je peux taxer les pourboires de mes employés? Est-ce que je peux éjecter de force des gens qui habitent en situation précaire chez moi? Et l'IA dit oui, vous pouvez taxer les salaires de les pourboires de vos employés, vous pouvez éjecter les gens de chez vous si vous le souhaitez. Et donc les mecs ont dit c'est la ville de New York qui a décidé. Parce que cette IA est partie en live complet, malheureusement, à partir du moment où c'est hébergé par une société savante, hébergé par un élément gouvernemental, la responsabilité, c'est pas l'IA, c'est pour le maire de New York. Et c'est un problème qu'on va avoir, qu'on discutera à la fin. Le problème qu'on va avoir, c'est que OpenAI n'assurera jamais l'erreur de diagnostic médical. Jamais, jamais. Parce que c'est trop compliqué. Tesla n'assurera jamais votre voiture, même si le pilote est autonome. On vous laissera la responsabilité à vous, et malheureusement, dans la relation tripartite dont on parlera à la fin, ce sera à vous de discuter, c'est vous qui irez au tribunal, ce sera jamais OpenAI. Et voilà une question qu'on pourrait discuter. C'est un papier qui est quand même fait par Justin Jacob, donc c'est le Royal College of London. 73 chirurgiens versus ChatGPT, TKA ou UKA sur ce patient-là. Et vous voyez, ils disent on est tous contents, il n'y a que dans 15% des cas où on a choisi ni l'un ni l'autre. Entre vous et moi, sur pas d'arthrose, c'est quand même cocasse de dire qu'il faut mettre une PTG ou une PUC. Là, il n'y a pas d'arthrose sur la radio. Donc vous demandez à ChatGPT et à des chirurgiens anglais s'il faut faire une prothèse une totale ou une PUC, ils vous disent qu'il faut faire une PUC. Il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de pincement articulaire. Donc, encore une fois, si la question est mal posée, la réponse sera forcément pas celle que vous attendez, mais on peut se gargariser en disant que les gars du Royal College, ils font des PUC sans arthrose, ce qui est quand même assez rigolo. Donc, le problème, c'est le problème de Kafka, que j'aime beaucoup Kafka, et du château. Si vous avez lu le château de Kafka, l'histoire, en gros, c'est un mec à qui on dit qu'il faut aller mesurer des acres de terre autour d'un château. Il est arpenteur, donc il sait faire, il arrive, et en fait, plus personne lui parle, il ne sait pas ce qu'il doit faire là. Il est constamment soumis à des idées différentes, et il n'a jamais accès au château. Et le problème de l'IA, c'est qu'on vit dans un mirage où on n'a pas accès au château. Personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur du château d'OpenAI. Personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de ces créateurs d'algorithmes. Il y a une régulation qui est faite par des codeurs et encore de moins en moins. Et maintenant, il y a une autorégulation du système. Donc, on a des réponses, mais on ne comprend pas le spectre que nous donne l'intelligence artificielle. On n'arrive pas à le voir. Exemple typique, Zylo, c'est l'équivalent, on va dire, de... qu'est-ce qu'on a une société qui fait du real estate, quoi. Ils font de la location et de la vente d'appartements en France. Ils incrémentent un système d'IA. Il dit c'est à toi d'évaluer le prix des appartements. Ils ont dû licencier 25% de leur personnel parce qu'il y a une sous-estimation de l'intégralité des biens. Ils ont perdu plus de 2 milliards d'euros en un an, parce que c'est l'IA qui a estimé le montant des appartements. Ça s'est vendu comme du petit pain, puisqu'ils étaient sous-estimés de 15% par rapport à la valeur qu'aurait attribuée du personnel. Ils ont dû virer 25% de leurs effectifs parce qu'ils se sont trompés en intégrant cette IA dans l'évaluation de leur mobilier. Un autre exemple assez marrant, si vous mettez l'IA qui s'occupe du système des assurances, c'est extrêmement raciste. On ne sait pas pourquoi, mais dans le système qui est utilisé notamment par Blue Shield, l'IA dit qu'il ne faut pas rembourser les gens d'origine noire, parce qu'ils sont trop malades.
Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA d'elle-même dit, il y a un biais racial direct parce que les gens qui ont créé le système ont dit, les Noirs, tu comprends, ils ont plus de diabète de type 2, puis ils habitent plus en banlieue, ils fument plus, ils sont plus drogués. Donc en fait, le fait d'avoir créé cette IA en lui implémentant ces informations-là, l'a rendu extrêmement raciste, et le taux de remboursement des assurances est meilleur pour les Blancs que pour les gens afro-américains aux États-Unis. Ça pose un vrai problème quand on sait que ça, c'est ce que quand vous demandez à ChatGPT à quoi ressemblait Jésus, il vous propose ça, alors que la réalité faite par nos confrères anthropologues, Jésus, il était plutôt black, en fait. Donc, dans un système extrêmement croyant, extrêmement religieux, le système qui ressort, c'est qu'on défend avant tout le WASP, même dans les systèmes assurantiels de ChatGPT. Autre élément intéressant, le flash crack de 2010, ça c'est un truc assez marrant. Tous les systèmes de micro-trading sont alimentés par des IA. Et un jour, les IA ont décidé, en août 2010, de vendre l'intégralité des ressources qui avaient subi une petite fluctuation. Donc vous avez une perte de, je ne sais plus combien, mais je crois 4,1 milliards de dollars en bourse en moins d'une seconde. Les IA ont vendu massivement le portefeuille qui était un peu fluctuant. Alors heureusement, ça a duré qu'une seconde, tout a été racheté, contrôlé, il y a des systèmes de blocage, mais à un moment, les IA ont dit la bourse, on la sent pas bien, on va tout vendre. 4,1 milliards de dollars disparus de la planète en un claquement de doigts, en une microseconde, parce que l'IA a été mal paramétrée ce jour-là, ou en tout cas parce qu'on n'a pas décidé que ces mini-contrats ne devaient pas être arrivés à échéance. Et hop, il suffit d'une petite IA pour faire disparaître 4,1 milliards de denrées de la planète. C'est un peu l'origine pour moi, j'aime beaucoup Steinbeck aussi, c'est un autre détail, mais dans les raisins de la colère, on va vivre les raisins de la colère. Ceux qui ont lu les raisins de la colère le savent, c'est des fermiers de l'Oklahoma qui ont dit un jour, désolé, on n'a plus besoin de vous parce que les tracteurs arrivent et les tracteurs remplaceront vos familles. On n'a plus besoin de 10 fermiers, on a besoin d'un fermier sur un tracteur. On est désolé de ça. De toute façon, vos terres sont hypothéquées, donc elles sont détenues par des banques. Donc techniquement, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est sympa, bon voyage vers la Californie. Là-bas, il reste du travail et donc toutes les familles partent vers la Californie ramasser des oranges et du raisin à Napa County. Et donc malheureusement pour nous, on vit dans ce monde-là. Aujourd'hui, les hôpitaux ne nous appartiennent plus. On va nous dire que nos infirmières, elles peuvent être remplacées par des IA parce que techniquement, on n'a pas besoin de beaucoup de personnel pour faire tourner les salles et les services, etc. On aura probablement des robots. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un pote qui travaille à la SNEF, qui est une très grande entreprise française, qui est numéro 3 de la SNEF. Là, ils mettent des robots dans les EHPAD pour déplacer les gens parce que c'est trop fatigant pour les AS. Donc, ils ont mis des robots transporteurs qui mettent les gens du lit au fauteuil, qui sont des robots chinois qui valent 10 000 €. Pour 10 000 €, vous avez un robot qui remplace un ASH. Ça se discute, mais en tout cas, on va y venir. Vous voyez, il y a un entrepreneur indien très content en mai 2025. 90% de son personnel a été remplacé par l'IA. Et il est très content, il dit ça marche très bien. Starbucks a incrémenté un système d'IA en disant il nous faut baisser les ressources humaines et ils ont créé ce qu'on appelle le clopening. Le clopening, ça veut dire que celui qui ferme, il ouvre. Donc en gros, pour diminuer les coûts et tasser les horaires, on est obligé que le mec qui va fermer le Starbucks, il ouvre le Starbucks le lendemain matin à 6 h. Donc ça crée des postes de 6 h entre minuit et 6 h et ça crée des énormes problèmes bien sûr de burn-out et autres. Parce que pour optimiser tout ça via de l'IA, en fait on fait livraison continue, jour et nuit, optimisation des horaires avec un tassement des horaires et ce phénomène de clopening où en fait techniquement il n'y a plus de pause nocturne pour certains de leurs employés. Donc on prend des employés qui ne vont faire que fermeture-ouverture, qui ne verront pas de clients, mais qui permettent au système de continuer à tourner la nuit. Et pour nous, bien sûr, qu'est-ce que ça va être ? Secrétaire médical, IDE, comptable, administration hospitalière, ça personne ne va s'en plaindre je pense, mais techniquement on estime que 50% de la masse salariale va disparaître en 15 ans grâce à l'IA. Grâce, je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est ce qui va se passer, on va perdre à peu près 50% de notre masse salariale en 15 ans. Et Elon Musk a dit récemment que ça ne servait plus à rien de faire médecine puisque son robot va remplacer les chirurgiens, les médecins et autres en moins de 3 ans. Il a dit 2027, 2028, il n'y aura plus besoin de chirurgiens, mon robot fera mieux. Moi, ce que je trouve intéressant dans ma vie quotidienne, parce qu'il faut quand même parler de ce qu'on fait en IA, dans le grand remplacement, c'est j'ai arrêté de chercher sur PubMed. Ça, c'est Claude, j'ai mon module de Claude, je lui dis voilà, tous les matins, tu cherches sur PubMed, tu me dis ce qui est sorti pendant la nuit, je veux des papiers sur le LCA, des papiers sur les ménisques, des papiers sur l'ostotomie, tu m'en sors une dizaine de chaque, tu les tries, tu me fais un tableau, tu me dis ce qui te semble intéressant, et tu me dis les 3 qu'il faut que je lise demain matin, comme ça c'est cool. Et hop, le système, bien sûr, me sort tous les matins les 3 articles à lire. Ça fait partie des trucs que, franchement, les revues de biblio, ça m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai tous les papiers qui sont publiés dans les 14 derniers jours qui me sortent. Donc tous les jours, j'ai 3 papiers, voilà, vous voyez. Cette nuit, il m'a dit, il faut que tu lises celui-là, sur la réhabilitation fonctionnelle après le CA.
Philippe Schuster sur les ostéotomies, etc., etc. Donc, il m'a proposé des choses. Deuxième truc, ce matin, mes topos étaient en anglais. J'ai ouvert Claude et j'ai dit, tiens, traduis-moi mon PowerPoint, Claude, car je n'ai pas envie de le faire, ça me nifle. Et Claude, gentiment, va vous dire, bien sûr, Mathieu, je vais vous te traduire tes slides. Donc, la topo que j'ai fait ce matin sur comment je fais les ostéotomies, c'est Claude qui me l'a traduit. Donc, ça prend un peu de temps, ça prend un quart d'heure, mais c'est un quart d'heure où j'ai pu regarder la rediff de Spurs versus les Knicks, qui était arrivé au milieu de la nuit. Donc, techniquement, c'est un moment où je fais autre chose. Vous ne pouvez pas faire PowerPoint en même temps, ça le fait planter, mais vous pouvez faire autre chose. Et donc, vous voyez, j'ai fait mes mails, il y a Étienne Cavagna qui m'a envoyé un mail, etc. C'était très sympa. Les Android au pouvoir, pour la partie qui nous intéresse. Pourquoi Orthopédie 3.0 nous tend les bras? Eh bien, on sait qu'on a besoin, moi je pense qu'on a besoin d'une IA qui fait de l'information pré-op, d'une IA qui recueille le consentement des patients, d'une IA qui fait ceinture bretelle pour les indications, être sûr que ce que je fais c'est bien, et une IA de suivi des détections des anomalies de trajectoire. C'est-à-dire les patients où on se dit, lui il va pas assez bien, il faut que je le revoie rapidement, il faut qu'on change le protocole de rééducation. Ça c'est ce dont j'ai besoin. Le reste, c'est du flan, j'en ai pas besoin. J'ai réfléchi, ça j'en ai besoin. Et mon travail avec la structure IA de la PHM, c'est de développer ces outils-là. Il y a l'IA aussi qui va rappeler les gens pour faire le recueil de données, qu'on développe avec la SNEF justement, qui va faire du téléphoning et qui va permettre d'appeler les patients à la place de mes internes, parce que mes internes, ils ont autre chose à faire que rappeler mes patients, je pense. Et donc techniquement, le recueil de données, ça fait longtemps qu'on ne compte plus sur les internes, parce qu'ils ont bien mieux à faire de leur journée qu'appeler mes 300 croisés de l'année dernière pour savoir s'ils vont bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une IA vocale qui va nous servir de prévisite, on a un scribe ambiant dans la consultation qui va faire du recueil de données, qui va nous permettre de faire instantanément les papiers, les ordonnances, etc., en fonction de ce que je raconte aux patients avec une armature ambiante. On a une IA imagerie qui va analyser nos IRM, etc. On a un bloc opératoire connecté et on a une rééducation numérique suivie. Alors, nous, on utilise Hortense, par exemple, mais il y a d'autres stratégies qui sont valables et qui analyse les trajectoires et qui dit, attention, là, il est à J10 post-PTG, il n'arrive toujours pas à se lever spontanément de la chaise, il faut revoir ce patient, il y a un problème. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, on arrive à screener des patients qui nous auraient échappé parce qu'on les aurait vus à 2-3 mois, et là on les revoit plus rapidement parce qu'on sait que ceux-là, ils sont sorteurs de trajectoire. On a aussi, vous voyez Jennifer, elle veut appeler à 22h42 pour prendre rendez-vous. Dans mon hôpital, c'est pas possible. À 15h45, il n'y a plus personne dans le secrétariat. Mais là, grâce à cette IA vocale qui prend les rendez-vous pour mes secrétaires, qui est connectée à Doctolib, on a ce rendez-vous téléphonique qui est pris, peu importe l'heure du jour et de la nuit, ce qui est pas mal. Les patients, alors ça c'est le modèle de la HSS, mais vous avez les patients, ils vont avoir, qui est plus évolué que le nôtre, vous voyez, ils vont avoir un chat qui vont pouvoir échanger. Je veux prendre un rendez-vous avec qui? Ben voilà, des mecs qui font ce que vous voulez quoi? Vous avez un croisé. Voilà les opérateurs à la PHM qui font les croisés. Vous avez rendez-vous avec eux. En gros, ça connecte un chatbot avec Doctolib et ça vous permet aussi de même pas téléphoner, mais de tout faire à travers un chatbot, ce qui est dans ma vie de tous les jours, je fais pour les restaurants et autres, de plus en plus. Et donc, ce qu'on fait, c'est quand la patiente arrive, elle est préparée, elle a reçu tout un tas de trucs, elle s'est enregistrée, elle nous a fait passer son IRM. L'IRM a été vérifié pour vérifier qu'elle avait bien une rupture du croisé avec lésion méniscale, par exemple. Donc, je sais déjà ce qu'elle a, je gagne du temps, j'avance. Et bien sûr, tout le recueil de données est fait par une atmosphère ambiante connectée à Doctolib qui permet de faire Doctolib boîte. Vous pouvez le faire avec Zoom tout seul sans difficulté, pour beaucoup moins cher si vous voulez mon avis. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir tous les données qui sont incrémentées dans ma base de données patient sans difficulté. Mon problème, c'est que devient mon travail? Aujourd'hui, je peux opérer 12 patients par semaine au CHU, je trouve que c'est pas mal et je suis très content. J'ai un taux de transformation vers la chirurgie qui est d'environ 30%. Donc pour opérer 12 patients, il faut que j'en voie 36 par semaine. Et en gros, je revois mes patients 2 fois par an avec un médecin du sport et un kiné qui fait les interludes. Donc techniquement, aujourd'hui, ça me fait travailler 3 jours et demi par semaine. J'ai une journée de recherche et une demi-journée où je fais de la pêche et je m'occupe de mes enfants et je suis très content. Cette incrémentation du travail fait que techniquement, j'ai 100% de conversion chirurgicale. Donc aujourd'hui, je n'ai plus à voir que 12 patients par semaine. Et ce suivi post-op des suivis de trajectoire fait que je ne vois plus que 2 patients sur 12 pendant les mois qui suivent. Donc techniquement, ma vie est passée de 4 jours et demi de travail à 2 jours de travail. Qu'est-ce que je fais des 3 jours qui restent? Alors, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais opérer plus, il m'a dit non. J'ai demandé aux 2 laboratoires de recherche dans lesquels je travaille si on publiait plus, ils m'ont dit on a fait 80 papiers l'année dernière, je vois mal comment on va faire plus. Donc, techniquement, me voilà au chômage technique 3 jours par semaine, grâce à l'IA. Aujourd'hui, c'est rigolo parce que je pêche plus, je vais plus au ski l'hiver, mais techniquement, mon employeur, au bout d'un moment, il va me dire c'est sympa, mais
si vraiment tu ne viens pas ni le jeudi, ni le mercredi, ni le vendredi, c'est quand même rigolo ta vie. Tu opères 12 patients le lundi et tu fais tes consultations le mardi, bah dis donc mon gars, il n'y a pas BZF. Hein. Parce que, et malheureusement pour nous, si vous voulez, dans le message négatif, c'est qu'en plus de ça, les choses vont ne faire que s'aggraver avec la robotique. On pourra en parler avec Cécile. Normalement, si vous voulez, tous les patients faciles vont être gérés par des robots. Donc même les 12 patients que je suis censé opérer, j'en opérerai probablement plus que 3 à la fin, puisque les autres seront faits par mes internes avec un robot. Donc j'aurai même pas besoin de présenter en salle, puisque tout a été screené en préopératoire. On est content. Elon Musk l'a dit, il fait mieux que moi. Pour revenir à la réalité d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même une énorme bulle de l'IA, donc on en parle beaucoup, mais c'est une bulle magnifique. C'est-à-dire que si vous regardez bien ce graphique, tout le système est interconnecté, ce n'est que de l'échange d'argent entre entreprises qui font de l'IA. Il y a, avec un petit peu de financement national et de financement international, mais voilà la bulle de l'IA. S'il y a une des bulles qui pète, catastrophe. Tout le système s'effondre. Donc il faut que Nvidia reste très puissant. Putain, si la Chine envahit Taïwan, on va rigoler. Hein. Je vous le dis, ça va, la bulle, elle va faire... Et ça va, même s'ils ont beaucoup de fonds américains, ça va leur faire très très bizarre. Donc techniquement, on est soumis à cette grosse bulle qui est la bulle taïwano-américaine. S'il y a le moindre souci dans la bulle des 4500 milliards, tous nos systèmes vont s'arrêter du jour au lendemain. Bref, l'autre problème qu'on a, c'est que si on regarde les 100 derniers papiers qui ont été écrits sur le sujet, on se rend compte qu'il n'y en a que 18 qui rentrent dans l'arborescence que j'ai choisi moi. Ce que je veux moi, ce qui je pense intéresse ma vie, ce qui va changer la vie de mes patients, c'est que 18%. Donc sur 100 papiers publiés, sur 100 nouvelles outils IA, il n'y en a que 18 qui ont vraiment un intérêt clinique évident. Les autres, c'est probablement dans la bulle et c'est probablement du flanc. Et encore une fois, malheureusement, il y a très très peu d'entreprises qui développent des outils intéressants. La plupart du temps, c'est des outils faits soit pour faire de la spéculation, soit pour améliorer des données qu'on n'a pas vraiment envie d'améliorer dans la vie de tous les jours. J'avance un petit peu pour accélérer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Hervé. C'est pas un modèle soutenable. Ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est le Chief Project, si les gens connaissent Jean Covici, ça c'est le Chief Project. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, l'IA représente environ 4% des données mondiales d'effet de serre et 10% de consommation électrique. Et si vous regardez bien les courbes en haut à droite, c'est un peu fou, je suis désolé, on est sur une courbe verticale. C'est-à-dire que demain, l'IA n'est pas climatiquement soutenable. On va tous crever à cause de ça. Il faut être lucide sur le principe. Donc il faut qu'on arrête, a priori, d'utiliser des outils non pertinents. Et si vous regardez bien, encore plus marrant, le programme de l'Union européenne pour une vie plus saine, c'est 4,4 milliards d'euros. Ça, c'est le programme européen pour l'intelligence artificielle. On marche un peu sur le rable, là. C'est-à-dire qu'il y a 40 fois plus d'investissement dans l'IA que dans la santé. Au moment, moi, ça me semble un petit peu atypique comme donnée. Donc, plutôt que d'améliorer les systèmes de santé, on préfère améliorer les outils de contrôle du système de santé. Tout se discute, mais encore une fois, je pense que l'affaire, elle va mal finir. S'il y en a qui sont intéressés par les podcasts rigolos, ça, c'est le penseur de Jean Covici. Derrière Jean Covici, il y a ce mec-là qui s'appelle Nate Higgins. Je vous invite à écouter ce qu'il raconte, ce qui s'appelle The Great Simplification. Nate Higgins, il a une idée fixe. Il dit en 2050, on vivra dans une de ces 4 sphères. Donc, sur la flèche horizontale, vous avez le maintien ou la destruction de la biodiversité. Sur la flèche verticale, la contraction ou l'explosion économique. Donc, il dit, le rêve, ce serait qu'on soit dans le green growth en 2050. Donc, pas de contraction économique et la biodiversité est sauvée. On vit dans des villes vertes super sympas. Lui, il pense qu'on vivra dans the great simplification. Donc, en gros, contraction économique, biodiversité préservée. On vit comme des Amish. C'est possible pour 12% de la population. Le reste doit mourir avant. Ça va pas être rigolo. Et après, la partie pas drôle, on continue à croquer la planète, on pousse la biodiversité vers la destruction, mais on arrive à continuer à avoir une économie qui croît. Ce qu'on a aujourd'hui, on vivra dans le Mordor, le Seigneur des Anneaux, vous voyez, terre sacrifiée, terre brûlée, mais on a encore des gens qui sont là, des armées. Probablement que le Mordor sera très militarisé. Et bien sûr, la version où il n'y a ni biodiversité et en plus de ça, contraction économique, Mad Max, donc tout le monde a vu Mad Max, j'imagine, le désert et on s'entretue ou Resident Evil, vous pouvez choisir. Donc lui, il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une cohabitation de ces éléments à travers le monde. Donc vous avez peut-être de la chance, vous pourrez vivre dans le Green Growth ou dans le Great Simplification, ou vous n'aurez pas de chance et vous verrez dans le Mordor ou dans Mad Max. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que l'IA nous amène là, dans ces 4 solutions possibles. On va espérer qu'on puisse s'en sortir, mais honnêtement, je ne suis pas certain.
Et après, il faut discuter pour votre bloc opératoire de la différence entre résilience et robustesse. La robustesse, c'est quand je tombe, je me relève. La résilience, c'est quand je tombe, je me relève et je change de direction parce qu'il y a des cailloux partout et j'ai pas envie de retomber. Donc aujourd'hui, la robustesse, c'est-à-dire on prend des baffes mais on continue à avancer. La résilience, c'est on prend des baffes et on se dit peut-être qu'il faudrait s'arrêter. Ça, c'est un stress test qu'on a fait à la PHM avec les modèles IA et l'évolution des modèles IA. 50% du modèle IA, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que, vous voyez, on est sur de l'aide, de l'intelligence artificielle à l'aide au développement hospitalier. 75% IA, c'est qu'on a remplacé une grande partie du personnel par des robots. 90% IA, il n'y a même plus de chirurgiens. Donc voilà à peu près les modèles qu'on a décidés. Vous voyez, ils sont tous plus ou moins canalisés par l'IA et les robots. Premier stress test, pénurie électrique. Honnêtement, on sait tous ce que ça va donner. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Espagne cet été. Ça peut aller assez vite. Donc là, si on est sur un système, ben vous voyez, 50%, on va réussir à s'adapter. À partir de 75%, vous annulez la moitié des malades et vous fermez la moitié des réas, ce qui ne va pas être très, très rigolo. 90%, vous êtes paralysé. Deuxième stress test, Versailles, de 2017, je crois, ou 2018, ransomware, blocage du système informatique. Ben pareil, si vous êtes dans le 50-50, vous allez arriver à revenir sur le papier avec assez de résilience. Plus vous êtes dans l'IA, plus cette difficulté-là va être infranchissable. Donc si vous êtes sur un modèle 90% d'IA, vous fermez l'hôpital, il n'y a pas de stratégie. Si vous n'avez plus d'informatique, vous n'avez pas de stratégie. Donc aujourd'hui, je pense que de pousser l'IA de partout, vous voyez l'impact de votre vie selon le stress test, bien sûr, peu importe ce qui va se passer, il faut arriver à retenir un petit peu la main et dire l'IA c'est cool, mais en fait dans le monde moderne, avec les Iraniens qui piratent Striker et autres, il va falloir quand même garder un petit peu de solution pour avoir une solution de repli. Donc ne nous jetons pas dans l'IA à 100%. Et bien sûr, on a demandé à nos ça c'est le Shift Project de Jean Covici qu'il avait fait pour le ministère putain, comment il s'appelle, enfin, bref, le ministère de l'écologie. Avec nous, on a un papier là-dessus dans le Journal of Arthroplastie. Et vous voyez, le truc disait, il faut au moins 30% d'humains dans tout le temps. Si vous n'avez pas plus de 30, si vous avez moins de 30% d'humains, le système n'est plus robuste et n'est plus résilient. Vous allez vous casser la gueule à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas. Donc le message de final de ce topo, on pourrait dire, c'est que dans la vie de demain, puisque j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais j'ai plus le temps, dans la vie de demain, l'IA va nous envahir, mais il faut garder en tête deux choses. Il faut que ce soit efficace pour vos patients et votre pratique clinique. Ça aura un impact sur le temps de travail qui va peut-être avoir une influence sur votre vie, parce qu'à un moment, si vous vivez à travers l'IA, vous travaillerez plus beaucoup, et il faut avoir soit beaucoup de choses à faire et un employeur sympa, soit trouver un autre travail, un deuxième boulot, parce qu'à un moment, vous aurez 3 jours par semaine où vous ne saurez pas quoi faire de votre vie. Moi, j'aime bien la pêche, la peinture et lire Proust, mais quand même. Et deuxièmement, si vous basez toute votre vie sur un réseau informatique, un algorithme et des robots, malheureusement, tous les mouvements de bateau vont vous foutre à la flotte et vous aurez du mal à continuer à être chirurgien avec une activité qui est 100% basée sur ces structures-là. Je ne parlerai pas de la chirurgie, mais pour faire simple, je vous dirai une dernière chose, et j'en ai parlé avec Cécile tout à l'heure. En imaginant qu'on se fait remplacer par des robots, je vais vous mettre juste le robot qui bosse pendant que je fais du kitesurf quelque part. Tac, 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 pour finir sur une image rigolote. J'avais beaucoup de choses à dire, je suis désolé. Donc, pour finir, imaginons que le robot me remplace. Moi, je ne vais plus bosser, je ne vais plus opérer qu'un malade ou 2 par semaine, et je ferai du wing foil pendant que mon robot pense à moi. Mais en vrai, l'intérêt des algorithmes, en statistique, c'est un phénomène qu'on appelle la régression vers la moyenne. Regression toward the mean. Donc en gros, l'idée est que toute donnée étalée, on arrive à la centrer. On arrive à viser plus au milieu, on arrive à enlever les outliers. Ce qui veut dire, dans le langage de chirurgien, que vous enlevez les désastres, mais vous enlevez les triomphes. Et demain, est-ce que vous vous lèverez le matin en étant sûr à 100% que vous allez être médiocre toute la journée? Moi, je ne le ferai pas. Merci pour votre attention. Merci pour ces deux très très beaux topos. J'ai lu il y a quelques jours dans un journal que dans quelques années, nous n'aurons plus besoin de médecins grâce à l'intelligence artificielle. Et le gars disait, en fin de compte, les facultés vont disparaître puisque l'IA va traiter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis plus inquiet pour les enseignants que pour les médecins, tu vois, parce qu'on n'aura plus besoin d'enseignants puisqu'il n'y aura plus d'enfants, ça c'est sûr, vu la courbe des âges. Mais si vous avez des gens qui se lancent dans l'enseignement, il faut arrêter, hein. Il n'y aura plus personne à qui enseigner, ça c'est à peu près certain. Regardez la Corée, ils sont à 0,47 enfants par femme. Ils n'ont plus besoin d'école. Il y a une stat assez rigolote, c'est qu'il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants à Barcelone. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui. On n'aura plus d'enfants, beaucoup moins. Après, donc, mais bon, du coup, peut-être qu'il faut plus faire pédiatrie. Mais pour le reste, Oui, alors là, je ne suis pas forcément d'accord, parce que peut-être qu'il y aura un problème de démographie, mais effectivement, tu poses la question de l'école. Le problème, c'est que même s'il y a des enfants, est-ce que le professeur sert à quelque chose? Parce que l'IA, comme tu l'as dit, donne toujours une réponse. Et donc, il y a beaucoup de... Bon, moi, mon amie, elle est justement institutrice. La femme de mon copain, elle est prof de français. Elle ne donne plus de devoirs à la maison. C'est terminé. Parce que les devoirs sont faits avec l'IA. Quand elle donne un devoir, elle regarde ce que répond l'IA. Comme ça, elle sait ce que doivent répondre les autres. Donc, tous les devoirs sont déjà faits dans la classe. Et donc, se pose la question de la présence du prof. Est-ce qu'on a besoin d'un prof? Parce qu'il suffit d'ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il me donne que tu me dis là? Est-ce qu'il y a des nombres pairs du machin? Il te donne la réponse, voilà. Bon. mais des fois, il dit ça. oui. Ah oui, mais il dit souvent oui d'ailleurs, parce que le but de l'IA, c'est de vous encourager à poser la question suivante. Et ça, c'est intéressant. Mais il fait beaucoup de fautes, hein. Et si vous lisez le livre de celui qui a inventé le GPS, là, le deuxième GPS, chaque année, il pose à ChatGPT donne-moi ma biographie. Et chaque année, il se trompe. Il se trompe, pourtant lui, il dit je la connais, ma biographie. Et ChatGPT lui donne toujours une fausse, qui est différente d'année à l'autre, mais qui se trompe. Donc effectivement, il faut avoir un œil. Et dans la médecine, en fait, la responsabilité du médecin est entière. Lisez le rapport de l'Académie de médecine. Et tu as eu raison de le dire. Si quelqu'un doit aller devant les tribunaux, eh ben c'est le médecin qui ira devant le tribunal. Et ce n'est pas le responsable. Qui assurera les voitures autonomes, hein? C'est un vrai sujet, hein. Je pense que cette question sera traitée avant le problème de la médecine. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a 10 ans, moi j'étais sûr qu'on aurait des voitures 100% autonomes. Qu'on aurait des fils sur l'autoroute avec des Tesla, straight, 200 bornes, Marseille-Brest, facile. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. La réglementation ne change pas. Il n'y a pas de voiture autonome à part dans la Silicon Valley. C'est très compliqué. La raison est simple, c'est que les mecs ne veulent pas endosser le prix des accidents, parce que si la Tesla se plante, et elle se plante parce qu'elle se plantera parce qu'il y a un autre mec qui fera une connerie, malheureusement, il faut que l'humain soit responsabilisé. Et ça, on ne passera pas le cap facilement. Oui, Frédéric, dans le dernier supplément de philosophie qui est sorti ce mois-ci, c'est une réflexion sur la fin des civilisations. Et un des articles, c'est que l'IA arrive à la fin de notre civilisation et va produire peut-être un phénomène qui va se déclencher de fin de civilisation. Oui, le Mordor. On rentre un peu dans le transhumanisme finalement là, et on peut se poser la question, effectivement. On peut se poser la question. Après, peut-être qu'on vit dans une simulation aussi. J'ai des super papiers sur la thermodynamique de l'information, si vous voulez, qui prouvent qu'on vit dans des ordinateurs. Christophe, ouais, une petite réflexion, parce que j'ai l'impression que l'histoire revient en permanence et que les craintes qu'on a vis-à-vis de l'IA aujourd'hui, c'est celles qu'on a eues au moment du développement du chemin de fer, de l'électricité, enfin de toutes les révolutions technologiques qui se sont succédées au cours des années, et on revit un petit peu la même histoire, mais je pense que ça fait partie du cycle de l'homme et de la réflexion humaine. La petite différence avec l'IA, c'est qu'effectivement, il y a peut-être cette notion de remplacement, ce qui n'était pas le cas des autres technologies, et donc c'est peut-être ce qui décuple aussi nos craintes et notre incertitude vis-à-vis de ce que sera cet outil dans nos vies futures et nos vies professionnelles en particulier. En ce qui concerne la responsabilité, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme avec les voitures autonomes. C'est très différent. Et comme ça a été dit et comme c'est écrit par beaucoup de gens qui réfléchissent sur l'IA, il y aura de nouveaux métiers à l'avenir qu'on ne connaît pas encore et qui vont apparaître. Et en particulier, je pense qu'il y aura des systèmes de certification des IA. Et c'est là où la responsabilité va changer. Elle ne sera plus forcément sur la tête de l'opérateur, mais elle pourra être d'une certaine manière sur
sur l'IA, alors que ce soit via ses concepteurs ou via ses organismes de certification. Mais je pense qu'il pourra y avoir des solutions quand même de report de responsabilité. Et encore une fois, il y aura des systèmes de certification qui permettront d'utiliser avec, encore une fois, des accords avec les assureurs, etc., d'utiliser ces systèmes qui seront autonomes, mais qui encourront également cette responsabilité d'autonomie. Jean. Sans parler de trucs très loin, au jour d'aujourd'hui, l'impression que ça me donne et que tu soutiens sur les informaticiens qui vérifient derrière, c'est que le vrai danger, il est d'expérience personnelle, le vrai danger, c'est la paresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le robot de Doctolib te fait pour toi le compte-rendu de consultation et que derrière, tu as 2 autres malades à voir, là, le danger, c'est d'appuyer sur le bouton return, de ne pas vérifier, de ne pas corriger. Parce que, allez, on n'est plus dans l'instant présent, on va au coup d'après. Donc, ma question, parce que c'en est une, qu'est-ce que tu proposes pour vivre avec cette IA avec laquelle on va vivre, pour notre exercice quotidien? Parce qu'il va falloir nous-mêmes que nous vérifions, puisque nous-mêmes, on est responsables. Mais comment faire pour ne pas être paresseux, quoi? Comment avoir une veille sans que ce soit un stress test permanent? Ça va être difficile, hein. Très difficile, parce que même si tu pars du principe que l'erreur est là, il faut la chercher, il faut la dépister. Combien de fois tu vérifies les comptes rendus opératoires que tape ta secrétaire? Moi, pas souvent, hein. Toi, tu les tapes, toi, tu tapes. Non, mais tu vois, moi, c'est ma secrétaire. Moi, je dicte et ma secrétaire les tape. Je les vérifie pas toujours, hein. Et des fois, il y a des sacrées saloperies écrites dedans, hein. En fait, c'est en micro ouvert. C'est un micro ouvert, c'est-à-dire que il y a le micro, mon dicteur, qui est en micro ouvert, il y a une application sur l'ordi, et nous on est sur Doctolib, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la PHM qui décide, et en fait ça crée le compte-rendu, et les ordonnances, et les machins, les trucs. C'est imprimé, alors à ce moment-là, on vérifie, moi je vérifie à l'écrit, je corrige, ou pour le patient déjà, qui part avec un truc que j'ai relu, que j'ai validé, que j'ai signé. Mais effectivement, tu vas être dans un cadre en téléconsultation où tu n'as pas le mec en face de toi. Il y a plein de trucs qui vont partir avec des erreurs. Mais aujourd'hui, c'est déjà plus que le cas. La question, c'est est-ce que ce sera pire que le recours humain? Je ne pense pas. Mais tu auras tendance à penser que c'est mieux. Et le fait que tu aies tendance à penser que c'est mieux va créer l'erreur de plus que tu n'as pas vu arriver. Parce que tu dis, mais c'est quand même mieux que ma secrétaire, c'est quand même mieux que mon interne. Il y a un truc qui a été à la Softcode cette année. Il y a les mecs qui présentaient le truc du mec du Rachis, Magix, où ils font des extractions automatisées dans ton dossier patient informatisé. Ils te font des tableaux Excel et ils disent c'est 75% d'efficacité. Il y a 25% d'erreur dans les cases. Ça fait quand même 1 sur 4, tu vois. Ça va vite, hein, 1 sur 4, pour un tableau de Excel avec 50 000 cellules, ça te fait 15 000 cellules erronées. C'est impossible à vérifier. Si tu sais qu'il y a 15 000 erreurs, personne ne peut trouver. Et puis tu sais pas où elles sont. Il faut tout refaire à la main, tu vois. Mais je pense qu'on va arriver à des outils plus précis, plus performants, plus perfectionnés. Et ça n'empêchera pas qu'il faudra les vérifier et comme tu dis, il faudra se lever le matin en se disant c'est un outil. Après, Saint-Exupéry te dit qu'il n'y a rien de plus beau que l'outil dont on se passe. Toi et moi, on est impliqués sur des guides de coupe, par exemple. Moi, je n'en utilise plus. Parce que je m'en suis passé. Un matin, je me suis dit, merde, tu vois. Moi, j'ai envie d'être la main armée d'Hermès, tu vois. J'ai pas envie qu'il y ait une IA qui s'interpose dans cette relation-là aussi. Donc après, il y a certaines personnes qui préfèrent faire les PTG avec des robots en regardant un écran, ok. Moi, je trouve ça d'un avilissement catastrophique. On est des artistes, merde, tu vois. Hein? Mais on est asservi à la machine. Donc à un moment, il faut être capable de se dire... Moi, ce que je disais, je crois, à Cécile, c'est quand j'ai commencé, moi, avec Seb Parat, on prenait des explants de prothèses, tu vois. On allait au labo d'Anat, il fallait mettre la prothèse juste avec une scie. Et tu apprends plus en 1 heure que ce que t'apprendra le robot toute ta vie. Hein. La question, c'est comment tu fais. La dernière question, c'est comment est-ce que tu fais pour détecter, comment tu fais pour détecter les conneries de l'IA Doctolib?
au début, on dit ah c'est super, ça va vite, machin, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une erreur, et puis il y en a une autre, et puis il y en a une autre, et alors là, ça crée un stress terrible. Mais sauf qu'on a du mal à se passer de cet outil qui accélère tout. On n'a pas du tout envie de s'y retourner, de recommencer à taper, à lutter. Hein. Et donc on est coincé entre deux inquiétudes. Et comment est-ce que tu gères ça? Tu crois à la conspiration de Waze ou pas du tout? Moi, je crois à la conspiration de Waze. Que Waze t'influence dans tes routes. Quand c'est le bordel, il t'envoie dans des chemins juste pour pas que le trafic se complexifie, tu vois. Et ma femme, elle a un grand délire sur la conspiration de Waze. Elle dit non, on prend la route de d'habitude, on s'en fout. Moi, généralement, ça marche pas, mais c'est drôle. Elle te dit Waze, c'est conspiratif, tu vois. Elle te dit en fait, Waze influence les paquets de voitures pour éviter les problèmes aussi, tu vois, pour s'éviter les problèmes. Et je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que effectivement, il faut un rétrocontrôle permanent et ne pas être paresseux. Moi, je passe par le papier. Tu vois, j'imprime tout. C'est ça qu'il faut renseigner. Oui, Passer par le papier. On va avoir moins d'arbres et plus de chaleur. Ah ouais, c'est compliqué. Voilà. Bon, je crois qu'on doit... Merci 1000 fois. Merci. Ouais.